Alors donc, deux tables rondes qui poursuivent nos discussions d'hier. Hier, la demi-journée était centrée sur les libertés académiques. Aujourd'hui, on va continuer d'interroger cette notion de neutralité axiologique que l'on inscrit entre guillemets parce qu'on considère que justement c'est un dogme qu'il faut absolument remettre en cause et qu'il faut déconstruire. La première table ronde sera consacrée au savoir situé, aux épistémologies du positionnement, au corps comme lieu de la connaissance, à la chair des savoirs, à la manière dont l'expérience sensible peut aussi produire de la connaissance, donc à toutes ces autres manières de produire à la fois de la connaissance et de l'objectivité forte, pour reprendre l'expression de Sandra Hardings. Et la deuxième table ronde soulignera qu'il n'y a pas de frontière infranchissable non seulement entre la science et le politique, entre la savante et le politique, mais pas non plus entre le domaine de la langue, des arts, de la création et le politique. Et on verra donc comment les champs du langage et de la création sont également des lieux de production et de représentation du pouvoir et des rapports sociaux. Je vais laisser la parole pour la première table ronde à Marta Segarra. Comme vous avez remarqué, ce sont des membres du LEGS qui animent ces tables rondes. Donc Marta est une membre fondatrice du LEGS, qui est là depuis le début et qui est directrice de recherche au CNRS. Marta, je te passe la parole. Merci Caroline. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui. Merci. Donc, on va commencer cette première table ronde de cet après-midi. Comme l'a dit Caroline, c'est une table ronde sur le corps des savoirs et le genre des sciences sociales et qui s'encadre dans cette session qui porte pour titre « Pour en finir avec la neutralité axiologique ». Et Caroline y fait référence, vient d'y faire référence. Eric aussi en a parlé lundi de ce concept de neutralité axiologique. Et bon, comme nous le savons, c'est un concept tiré de la traduction française de Max Weber. Et pour introduire très brièvement les interventions qui vont suivre et le débat qu'elles vont susciter, j'espère, j'aimerais revenir très, très brièvement sur le concept de neutralité qui me semble révélateur de ce conflit actuel, qui est actuel mais aussi ancien, disons, entre une science qui se dit objective, donc neutre, et un activisme ou militantisme, entre guillemets, par définition subjectif et donc anti-scientifique d'après les premiers. Mais neutralité, c'est un terme qui est surtout utilisé depuis la fin du XIVe siècle dans le lexique de la guerre. Ce sont donc les partisans de la neutralité axiologique qui posent le débat en termes de guerre. Et d'ailleurs, Nathalie Hennig l'a fait clairement dans son passage par France Inter, quand elle a dit, elle s'est exclamée qu'à l'université, c'est la guerre. On est en guerre, je crois qu'elle a dit. Cette déclaration de guerre, donc, ne provient pas, paradoxalement, selon elle, je crois, des activistes supposés coupables d'envenimer une sorte de pax romana qui devrait régner dans l'Olympe de la recherche scientifique, mais justement les gens qui ont lancé, non pas en débat, parce que c'est même pas un débat, mais cette attaque contre certaines branches ou certains champs de recherche et certaines personnes aussi. Et j'y vais parce que le terme neutre vient, comme tout le monde le sait, du latin ne uter, qui est un mot donc formé par le négatif ne et le pronom interrogatif uter. Donc c'est un pronom interrogatif qui est à la base de ce terme latin qui donne en latin qui donne quis. Donc, c'est en français qui, quoi, ou en anglais who, whether, etc. Donc, je fais cette excursion étymologique parce qu'elle me fait penser que la neutralité ne consiste pas en réalité à éliminer le qui de la chercheure ou du chercheur
dans la recherche qu'il ou elle fait, mais au contraire, cette supposée neutralité s'interroge sur qui dit quoi, ce qui en fait correspondrait à pour les savoir situer. Mais si on examine le fameux observatoire du décolonialisme que certains des tenants de la neutralité axiologique ont monté, c'est un bel exemple que cette prétendue neutralité, en réalité, ce qu'elle fait, c'est pointer d'un doigt accusateur des personnes concrètes, des recherches concrètes, donc, et surtout des personnes dont un certain nombre participent à ce colloque et sont même ici parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais donner la parole aux personnes qui vont intervenir dans cette session, dans ces tables rondes. Et je vous préviens seulement qu'on a un peu changé l'ordre de passage, qui était un ordre alphabétique, mais pour les variés, on va commencer non pas par Raquel Borghi, qui va passer en dernier, mais par Delphine Gardet. Et je vais la présenter très brièvement aussi. Delphine, qui est historienne et sociologue, professeure à l'Institut des études genre à la faculté de sciences de la société de l'Université de Genève, et qui est proche du LEG, qui a été invitée à participer à des activités du LEG très souvent. Elle va nous parler, elle a donné un titre « Inverser la charge de la preuve, faire fructifier d'autres conversations dans et avec le monde ». Donc, je pense qu'elle nous parlera de la critique féministe des sciences d'après Sandra Harding ou Donna Haraway. Et donc, je vais lui passer la parole, non sans dire que très récemment, en 2021, un de ses ouvrages, de ses nombreux ouvrages, son titre, c'est « Histoire politique du clitoris ». Merci, et je te passe la parole, Delphine. Merci Martha, merci à vous toutes et au public et surtout aux organisatrices et organisateurs, celles et ceux qui ont eu l'idée de ce moment de rencontre qui me semble très précieux. Alors évidemment, j'avais plutôt pensé que Raquel et Karine allaient parler avant moi, donc j'avais assumé qu'elles diraient des choses, bon, donc on va voir comment ça fonctionne. Et puis, difficile de penser, de donner à penser en 10 minutes. Donc peut-être que je voudrais dire plusieurs choses. Peut-être que je vais plutôt parler alors du coup à partir de ce que ces théories et critiques féministes ont fait dans le champ plus large de l'étude sociale des sciences en termes de décentrement. Parce que je pense qu'une des questions qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas la question que nous posent les sciences sociales, on pourrait dire mainstream notamment, c'est-à-dire les disciplines. Donc, soyez disciplinés, ce qu'on nous a déjà dit il y a 20 ans ou 30 ans quand on était historienne et qu'on faisait des gender studies ou des choses comme ça. Ce qui se pose aussi comme question, c'est de regarder au fond comment les sciences sociales se sont inspirées très fortement du modèle des sciences dures, tel qu'elles le voyaient se déployer à la fin du 19e, au début du 20e siècle, pour créer les conditions de réalisation de leurs propres agendas et scènes professionnelles. Donc, on vit avec des sciences sociales qui, pour pouvoir s'établir en tant que savoir politique, en tant que savoir scientifique, pardon, ont pris les atouts et les atours des sciences dites dures et les ont pris, ces atouts et ces atours, sans en faire la critique. Et donc, on a déjà peut-être une première ligne de crise ou de problème dont on hérite tardivement, jusque tardivement, et en particulier en France, dans le sens où, où la science, entre guillemets, et la République se sont tellement agencées historiquement pour se bâtir que dès qu'on touche à quelque chose qui serait de l'ordre de la science, on touche à quelque chose qui serait de l'ordre de la République et on menacerait donc, ce qu'on nous a souvent dit, d'ébranler l'ensemble de l'édifice. Alors, ce que font les études féministes des sciences, comme l'étude sociale des sciences dans son ensemble, c'est d'inverser la charge de la preuve, on pourrait dire, mais surtout de regarder les pratiques et les savoirs scientifiques dans les espaces des sciences dures eux-mêmes comme des pratiques et des savoirs locaux, situés, contextuels, et donc d'interroger finalement le caractère local ou historique ou daté de cette vision de nulle part, c'est-à-dire de l'émergence
de l'idée qu'il y aurait la possibilité de regarder depuis un point de vue de nulle part pour dévoiler la nature, pour faire ce geste qui est peut-être situé historiquement, peut-être 17e, 18e siècle, ce geste donc de magnificence masculine et humaine, de croire que par la maîtrise et l'instrumentation, par l'expérience, par la découverte, on va être en mesure d'avoir ce témoin modeste, dont a parlé Donna Haraway, comme intercesseur, voilà, invisible à lui-même, une sorte de prêtre laïque qui permet de révéler ce qu'il en est de la nature. Et évidemment, dans cette coupure qui est faite entre l'objet de la connaissance et le sujet de la connaissance, entre le fait de lire et d'écrire ou d'entreprendre et puis le fait d'être décrit et décrite, les femmes, les autres et les autres sont placées dans l'espace de la nature comme des continents à explorer, comme des territoires à coloniser, comme des corps à comprendre, voire à ouvrir, à investiguer en fait. Donc, ce qui me semble important, donc, c'est de penser le fait que nous héritons d'un dispositif de connaissance dont on peut faire le questionnement pour sa localité ou son historicité, mais aussi dont on doit faire le questionnement, c'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement renvoyer aux ennemis politiques, on pourrait dire, ou aux ennemis épistémologiques dans les sciences sociales, l'historicité de leurs pratiques, mais on doit aussi faire ce travail vis-à-vis des sciences dites dures elles-mêmes. Puisque quand on entre dans l'étude sociale des sciences, c'est-à-dire dans l'examen de la façon dont des savoirs émergent comme savoirs, par exemple, dans des expériences ou au laboratoire, et qu'on le fait de façon substantielle, comme l'ont fait, par exemple, les sociologues des sciences Harry Collins, ou comme l'ont fait Woolgar et Latour, ou comme le fait Donna Haraway quand elle travaille sur la primatologie, ce que l'on voit apparaître, c'est la fragilité, dont ont conscience les acteurs et les actrices de ces scènes scientifiques eux-mêmes, des modalités par lesquelles ils s'accordent pour établir ce qu'ils définissent comme relevant des faits, de la factualité, éventuellement de la nature, entre guillemets. Donc, je trouve que nous devons donc tenir cette position assez forte de l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire de retourner en miroir à celles et ceux qui, depuis les sciences sociales, mais aussi depuis ce qui semble être un impensé des sciences dures, questionnent nos savoirs et nos politiques. Puisque, comme donc l'étude critique et féministe des sciences le montre, eh bien, effectivement, ou pour reprendre Latour, paraphrasant Clausewitz, faire des sciences, c'est faire de la politique par d'autres moyens. Et cette phrase, pour son efficacité, elle fonctionne aussi bien pour nous pourrions l'assumer, qu'elle fonctionne pour eux et ils devraient le voir. Et oui, ils devraient le voir, elles devraient le voir, puisque quand on commence à ouvrir les armoires, à faire l'archéologie des savoirs, à regarder dans les tiroirs et les oubliettes des psychiatres, des anthropologues, des naturalistes, on rentre quand même dans un muséum d'horreur et de maltraitance qu'on doit mettre en évidence, comme par exemple quand je commente certains types de savoirs dans Politique du clitoris sur la façon dont on a pu traiter du corps exotisé des femmes altérisées, ou dont on a placé le scalpel sur le sexe de femmes désaffiliées, on pourrait dire, dans le dernier tiers du 19e siècle. Donc, on doit donc restituer et rendre compte de ce que la science, telle qu'elle s'est faite, telle qu'elle se faisait, était aussi une position dans le monde, était une façon de définir le monde, qui avait droit à quoi dans ce monde, et aussi donc normer et réguler les vies souhaitables, les vies possibles, définir finalement ardemment et concrètement par les énoncés, mais aussi par les pratiques, qui sont déjà et toujours des rapports de pouvoir, des mondes, des mondes. Donc, c'est peut-être, donc je ne sais pas combien de temps il me reste pour maintenant, 3 minutes, 5 minutes, je sais pas. Bon. Combien de temps Bon. Alors, donc, je voudrais donc qu'on fasse cette symétrisation, puisque ce qui nous intéresse, c'est donc plus, et pas seulement de faire la dénonciation des sciences du passé, c'est aussi de dire
que toute perspective ou toute façon d'entreprendre de façon scientifique, d'entretenir un dialogue, une conversation avec le monde, alors qu'il s'agisse de faire de l'anthropologie des peuples de Nouvelle-Guinée ou qu'il s'agisse de justement regarder un phénomène biochimique ou de poser des questions extrêmement violentes aux animaux de laboratoire, par exemple. Toutes ces façons donc de faire de l'activité scientifique sont déjà et toujours donc des interventions dans le monde et des conversations. Ça, c'est la façon qu'aurait Dana Haraway de dire que nous devons donc apprendre à faire des conversations et non pas seulement être dans des rapports d'instrumentation, de violence, d'exclusion, par exemple, hein, ou de maltraitance. Dans tout le travail que Haraway fait sur la primatologie, elle raconte d'abord des tas d'histoires de maltraitance, maltraitance animale, maltraitance de l'environnement, maltraitance des boys qui servent dans les expéditions, les messieurs blancs qui viennent voir et capturer le savoir local, maltraitance de genre. Donc, toutes ces dimensions qui sont présentes dans la science telle qu'elle se fait, et hier comme aujourd'hui, doit nous alerter et nous rappeler, et nous devons rappeler à ceux qui pensent et celles qui pensent qu'ils parlent à partir d'une neutralité pour dévoiler des faits objectifs dans des rapports d'instrumentation ou non, qu'ils sont aussi d'ardents participants à l'établissement et à l'élaboration de mondes qui définissent aussi des politiques et qui, par exemple, dépendent de ressources ou s'accompagnent de formes d'exploitation économique flagrantes, comme on le sait dans l'histoire de ce qu'ont été les découvertes scientifiques qui ont accompagné la colonisation et l'ont aussi nourrie. Bon. Donc, je trouve que ça, c'est un point important. Donc, je ne sais pas si je pourrais en faire un autre. Je pense que du coup, dans cette idée, c'est celle que dit Haraway, quelle est votre science, quelle est votre politique, c'est-à-dire ne pas être dans la défensive. Au fond, on va le voir avec mes camarades, en fait, c'est un processus historique que de parvenir à multiplier les sujets possibles de la connaissance, c'est-à-dire les personnes qui sont autorisées à accéder à ce qu'il en serait de la possibilité de produire de la connaissance, et donc d'entretenir des conversations avec le monde qui sont des conversations toujours d'intra-action, hein, comme dirait Karen Barat, où il ne va pas être possible, nous devons assumer qu'il n'est pas possible de faire la frontière, une frontière radicale et absolue entre ce qu'il en serait d'une nature et ce qu'il en serait d'une culture. Nous sommes déjà et toujours dans un rapport de nature-culture, par exemple, qui n'est pas une perte, hein, qui est une réalité de notre condition humaine au monde. Donc, je dirais que la multiplication, les multiplicités de points de vue, des expériences, le fait de faire fructifier les situations et les questions, questionner autrement les animaux, par exemple, l'intelligence animale ou les comportements animaux, comme le propose Vinciane Després. Hein. Quelles questions vous posez à la souris quand vous posez à la souris dans le protocole behavioriste une question qui consiste à lui envoyer une décharge électrique pour voir comment le nerf réagit? Quelles questions vous posez à une autre souris qui n'est pas génétiquement modifiée quand vous l'observez dans un champ ou dans un espace de son habitat naturel? Vous lui posez une autre question, vous faites une autre science, vous faites une autre politique. Donc, je voudrais, voilà, en tout cas, jouer ce rôle-là ici, de proposer, de déplacer aussi de cette façon, au-delà des sciences sociales, la question de la symétrisation des sciences et des politiques qui sont à l'œuvre dans nos façons d'entretenir une conversation. Donc, nous devrons être responsables des conversations que nous entretenons avec le monde. Ce serait la proposition harawayenne. Si. Merci beaucoup, Delphine, de cette entrée tellement riche. Et merci aussi de t'être ajustée au temps tellement bien. Donc, je passe la parole, je vais présenter brièvement la deuxième intervenante, qui sera donc Nassira Edjerassi, qui donc est membre du LEG et professeur en sciences de l'éducation et de la formation à Sorbonne Université, et qui donc va nous parler de voix
écrit de plusieurs façons, elle va nous raconter, excentrique. Donc, elle est dans le domaine donc de sa spécialité, les féminismes africains-américains, décoloniaux, subalternisés. Et je pense qu'elle va nous illustrer dans ce type de domaine. Donc, Nassira, je te passe la parole. Merci, merci Martha. Et puis d'abord, je voulais remercier mes collègues Caroline et Eric d'avoir organisé ce colloque. Je suis depuis le début avec grand plaisir. Donc, c'est important pour nous dans ce moment qu'on traverse dans le contexte franco-français d'avoir cet espace de dialogue au pluriel. Alors, pour ma brève intervention, je voulais d'abord faire un petit retour arrière qui m'a inspiré l'intitulé de cette table ronde. En fait, ça m'a renvoyé à un colloque et à une table ronde qui avait été organisée en 2005 à Strasbourg, lorsque j'étais en poste alors à Strasbourg. Et je faisais partie d'un groupe qui était un groupe interdisciplinaire sur le genre, qui avait organisé des journées d'études sur l'institutionnalisation des études sur le genre en France et en Allemagne. À cette occasion, Delphine Gardet avait d'ailleurs été invitée. Et dans le cadre de ces journées d'études, j'avais participé à une table ronde modérée par Patricia Caillé, qui est également présente parmi nous et que je salue. Et je lis la présentation qui avait été faite de cette table ronde, puisque le descriptif est encore en ligne sur Calenda. Alors, voici les questions qui étaient posées. Où en est le développement des nouveaux champs de recherche, les Gay and Lesbian Studies, les Queer Studies, les Ethnic Studies et les Post-Colonial Studies? En quoi remettent-ils en cause les cadres théoriques, voire politiques, au sein desquels les questionnements genre s'étaient développés jusqu'ici? Quelle réalité et quelle perspective pour ces nouveaux champs d'études? Alors, nous sommes en 2021, donc 16 ans plus tard, me voilà participant à une table ronde inscrite dans cet étrange contexte où il s'agit de répondre en quelque sorte aux attaques d'une forme d'hégémonisme, un terme qu'elle récuserait bien sûr, de ces champs transdisciplinaires qui envahiraient nos amphithéâtres, qui domineraient les productions, publications, les financements et même les postes. Or, lorsqu'on suit de près la situation des SHS, de leur financement des postes, on est loin, et c'est un euphémisme, d'un tel tableau, comme nous l'a rappelé Sandra Laugier hier. Alors, je vais rapidement, puisque le temps m'est compté, je vais beaucoup m'appuyer sur deux publications et je n'aurai pas le temps de développer. Je vais renvoyer à ma préface de Bellux, de la marche au centre, et aussi à ma contribution dans un ouvrage collectif qui vient de paraître, théorisé en féministe. Et donc, je vais commencer, je vais beaucoup me référer à Bellux dans mon propos, car elle occupe une place centrale dans mes réflexions et dans ma trajectoire personnelle. Célestine et Mamé Fatou ont pu souligner hier l'importance du détour pour elle par l'outre-Manche et l'outre-Atlantique, pour aborder des problèmes ou des problématiques n'ayant pas droit de citer dans l'espace académique et de la recherche française hexagonale, et où découvrir des auteurs, autrices, françaises, majeurs, mais absentes des curricula scolaires et universitaires. Pour moi, ce détour s'est joué plutôt par les marges du monde académique et universitaire sur le plan de la militance et des luttes féministes. C'est le silence et la myopie sur les dimensions de racisme qui ont conduit à des rencontres livresques et physiques avec des féministes africaines et des féministes africaines-américaines et qui ont permis le partage des expériences de silenciation et de domination et qui ont constitué des sources de grilles de lecture et des pistes d'action.
Et j'ai fini, donc ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que j'ai dissocié en quelque sorte ces deux sphères, et j'ai fini par relier ce qui demeurait en grande partie dissocié, d'une part en complexifiant la compréhension de la notion de rapport au savoir, mettant en jeu des rapports sociaux pluriels imbriqués, et d'autre part en contribuant à la réflexion sur les pédagogies critiques féministes en marge comme à l'intérieur de l'université. Alors, je ne vais peut-être pas m'attarder sur des éléments qui sont bien connus et qui vont sans doute être repris par mes camarades ensuite, et notamment par Raquel. Ce à quoi je voulais m'arrêter un peu, puisque on est beaucoup et à avoir été interpellé, hein, par les discours et les politiques. Donc, ce à quoi je voulais m'arrêter, c'était justement analyser un petit peu ce qu'il en est de l'attaque dont fait l'objet notamment la notion d'intersectionnalité. Et il me semble que ça n'est pas anodin sur le plan symbolique, que ce soit ce concept qui a été forgé par des féministes noires africaines-américaines, hein, qui est particulièrement attaqué. Et cela fait écho aux propos de Sam Boursier, qui met en avant, je le cite, la peur suscitée par la montée en puissance des marges devenues parlantes et activistes. Donc, ces voix qu'on a voulu, sans succès, réduire au silence, ces corps subalternisés, examinés, animalisés, ces marges qui viennent ébranler l'ordre des privilèges épistémopolitiques, qui viennent ébranler la division du travail académique et qui se jouent bien évidemment aussi sur un plan international. Et il n'est pas anodin non plus de mobiliser l'argument de l'importation de concepts états-uniens pour ne pas se confronter à son histoire. Donc moi, je me situe bien, hein, dans le contexte franco-français. Et comme le mettait bien en avant Nassira Ghenif lors des échanges suivant l'ouverture du colloque, cela constitue une forme de diversion qui occulte l'essentiel, qui occulte ce qui demeure problématique. Hein. Pour moi, ça constitue une forme de leurre pour les politiques, à savoir la question des inégalités, leur persistance et leur augmentation, attestée par les politiques publiques mises en place. Et au lieu de porter l'attention sur les données produites par l'Observatoire des inégalités qui objective de manière rigoureuse les inégalités en proposant une critique, je le cite, hein, une critique sociale forte ainsi qu'une réflexion critique sur cette critique, l'attention médiatico-politique est portée sur l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires qui n'a d'observatoire aux sciences scientifiques du terme que le nom, qui se part des oripeaux de la science, alors qu'il s'agit d'un site qui rassemble des positions, je reprends leurs termes, alors que cet observatoire prétend n'avoir pas pour but de prendre des positions politiques. Donc, au lieu également de porter son attention sur les données produites par l'Observatoire des violences faites aux femmes, alors que les chiffres donnent à voir les limites des dispositifs de protection existants. Alors, que nous disent ces tribunes, ces titres de magazines, hein, qu'il s'agisse de l'Express, de Marianne, que nous disent ces propos politiques, que ces voix et ces corps font peur? Pourrait-on le lire positivement comme Éric en ouverture du colloque, comme le signe d'une nouvelle vague ou d'une nouvelle ère, pour reprendre les mots de rappeuses strasbourgeoises féministes des quartiers, les Meufia. Donc je voulais, Martha, je n'ai pas regardé l'heure. Bon, tu as, disons, 4 minutes ou 5, Nassira, c'est bon? D'accord, oui, oui. Donc je voulais aborder donc le point des enjeux épistémologiques et plutôt des enjeux épistémopolitiques, et donc en venir justement au fait que dans ces approches, hein, il s'agit de produire de nouveaux savoirs, il s'agit de comprendre ce qui se joue
en termes de rapports sociaux et de domination pour transformer l'ordre social. Donc, il y a un enjeu, et c'est ce qui me paraît central. Donc, Martha vous a indiqué que j'étais en sciences de l'éducation et de la formation. Donc, la question du savoir, puisque je forme les futurs personnels enseignants et éducatifs. Donc, la question du savoir et de l'apprentissage essentiel est centrale. Donc, il y a un enjeu pour moi de justice épistémique, avec indissociablement la question du droit de savoir, d'avoir accès au savoir, bien évidemment, mais aussi de produire des savoirs. Donc, ce qui est porté par ces approches, ce sont des préoccupations théoriques également, puisque Belloux s'appelle très clairement à une résistance épistémique. Donc, on n'est pas seulement, comme on veut réduire ce type d'approche à de la dénonciation. On est dans des approches qui visent à justement articuler dans ses propres concepts, dans ses propres élaborations, ces expériences, ces corps, ces voix qui étaient réduites au silence. Donc, en cela, Belloux s'inscrit en articulation avec la féministe africaine-américaine Audre Lorde, qui mettait en avant que le silence ne nous protégera pas et qui invitait justement à transformer le silence en parole et en acte. Donc, faire entendre ces voix et ces productions discordantes, lesquelles, pour les discréditer, sont jugées coléreuses, pour reprendre les termes de la féministe sud-africaine Désirée Lewis dans son analyse du développement des travaux genre et féministes. Elles sont jugées immatures, pour reprendre aussi les analyses de Chandra Mohanty. On les renvoie soit au registre de l'infra-théorique, soit à celui de l'hystérie. Or, cette production est bien réelle aujourd'hui, et je parle bien à la fois du contexte international, mais aussi du contexte français hexagonal. Donc, cette production est réelle dans différents domaines, que ce soit dans le monde cinématographique, dans le monde artistique, en littérature jeunesse, et dans les domaines et dans le monde académique. Donc, il y a également une préoccupation éthico-politique très forte, puisque l'enjeu, c'est à la fois de mettre au jour les logiques de domination, se défaire de la culture de la domination, qui est culture du silence, de la silenciation, de l'invisibilisation, de l'animalisation de groupes minorisés, exploités historiquement dans nos propres contextes. Et ce qui est intéressant, ça fera le lien sans doute avec ce que va nous présenter Raquel tout à l'heure, ce qu'elle essaie de faire dans le cadre académique. Donc, la difficulté, la tension qui est mise en avant et qui est justement vécue, qui a été vécue par Belloux dans son propre parcours académique et universitaire. Donc, l'enjeu, c'est bien donc à la fois de produire ces nouvelles connaissances et ces nouveaux savoirs, en pluralisant justement les points de vue et les expériences sociales, mais pour ce faire, ne pas se couper du monde hors l'université. Et lorsque Belloux a publié son premier essai, ça n'est pas un hasard que la maison d'édition qui a accepté de publier était une maison d'édition alternative mise en place par des lesbiennes blanche, et que tout au long de sa carrière académique, Belloux a été critiquée justement parce que elle ne respectait pas, elle ne se conformait pas aux normes académiques de publication. Et Patricia Hill Collins a également été confrontée à cette difficulté ou cette tension lorsqu'elle a publié son premier ouvrage, où il s'agit à la fois d'écrire un ouvrage adressé à la communauté académique, mais aussi accessible à la majorité des femmes noires hors l'académie. Et je voulais terminer, puisque c'est l'un des essais qui vient d'être traduit en français de Belloux. Donc, je voulais terminer par la critique ou l'analyse féroce qu'elle fait de ce qu'aurait produit, selon elle, l'institutionnalisation des études féministes.
Donc pour elle, cela aurait produit une forme de ghettoisation et je la cite, alors c'est ma traduction puisque je n'ai pas eu encore entre les mains la traduction qui vient d'être publiée. La théorie féministe a commencé à être hébergée par un ghetto académique avec peu de connexion avec le monde extérieur. Comme conséquence, l'académisation de la pensée féministe de cette manière sape le mouvement féministe via la dépolitisation. Privée de sa radicalité, elle est comme n'importe quelle discipline universitaire, avec la seule différence d'être centrée sur le genre. Donc, je terminerai par l'impératif, justement, de garder tout le potentiel critique et subversif de ces approches, de ces études, des concepts qui ont pu être créés et en somme, de toujours garder à l'esprit, d'avoir en tête plutôt un processus de repolitisation. Et enfin, puisque ce sont des éléments qui ont pu être abordés les jours précédents, que font, je pense qu'il faut garder à l'esprit, en tous les cas moi je garde cela à l'esprit, que font nos voix et nos corps dans les espaces académiques, à la question de savoir ce qu'est l'intersectionnalité. L'une des réponses, c'est de dire que l'intersectionnalité n'est pas un concept. Cela se matérialise dans nos expériences sociales. Et je terminerai par les phrases introductives de sa thèse par Mel Michel Lewis en 2012. Je traduis. J'enseigne ce que je suis ce que j'enseigne, une intersectionnalité, une interdisciplinarité, une épistémologie complexe et un site pédagogique. Donc voilà, ça fera transition avec ce que va nous présenter Raquel tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Nassira. Oui, avant d'entendre Raquel, et on va quand même entendre une troisième intervention, celle de Karine Espinera. Je la présente brièvement aussi. Donc, Karine, qui est aussi Oleg, Karine Espinera, est spécialiste des études transgenres et elle a beaucoup publié plusieurs ouvrages, beaucoup d'articles autour dans ce domaine, disons, dans ce champ d'études. Je vais en citer deux: Transidentité, ordre et panique de genre, le réel et ses interprétations, ou l'autre essai, Médiaculture, la transidentité en télévision. Son intervention porte pour titre non pas née, mais devenue une chercheuse engagée. Et je pense qu'elle va nous dire, mais je pense qu'elle va aborder les rhétoriques anti-trans qui sont spécialement fortes les derniers mois. Et puis, elle va nous décrire aussi son rapport au savoir situé. Et j'ajoute que je suis impatiente de t'entendre, Karine, parce qu'en Espagne, en ce moment, depuis un bon moment, puisqu'il y a, comme tu le sais, cette loi qui est en train de se forger sur la protection des personnes trans, et donc qui provoque non seulement un débat, ça ce serait bien de provoquer un débat sur ces questions, mais surtout des attaques et des positions vraiment violentes parmi des personnes en plus qui se disent aussi, souvent des femmes se disent féministes. Donc c'est assez triste et assez blessant à mon avis, mais bon, on va pouvoir peut-être en parler après dans le débat. Donc je te passe la parole, Karine. Merci. Merci Martha. Bonjour à tous et à tous. Alors évidemment, je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont pensé ce colloque et qui l'ont rendu possible, et je suis très très contente d'être ici. Alors je ne serai jamais une témoin modeste, mais au vu de tout ce que j'ai entendu ces 2 derniers jours, par contre je serai une intervenante modeste, parce que c'est juste énorme ce que j'entends, et je vous en remercie beaucoup. Alors cette contribution, elle va compter d'autant
Donc forcément présentées dans les grandes lignes. Donc la première, elle aborde la question sur la nature des fronts des rhétoriques anti-trans depuis 6 mois. Mais dans l'absolu, j'aurais pu vous présenter un exposé qui aurait remonté à 2010. Dans le deuxième temps, j'aborderai la question de mon rapport du coup personnel au savoir situé. En troisième temps, on m'aurait permis quelque chose peut-être, je ne sais pas, d'inattendu, je l'ignore, mais un parallèle entre savoir situé, savoir expérientiel et témoignage, mais peut-être que c'est pour une autre occasion. Alors, depuis plusieurs mois, les tribunes se succèdent sur Marianne. On a vu aussi la couverture de Valeurs Actuelles, donc avec ce titre « La folie transgenre ». Là, je vais m'intéresser à un site internet qui s'appelle l'Observatoire de la petite sirène. Alors, ça paraît tout mignon sous cette forme, mais ça l'est beaucoup moins sous l'intitulé « Observatoire des discours idéologiques sur l'enfant et l'adolescent ». Alors, outre mes propres enquêtes, je me suis appuyée sur celle de Claire Vandenrich, donc, qui est militante acceptée de transgenre et qui m'a beaucoup aidée dans ce travail d'enquête. C'était un peu une enquête policière d'une certaine façon. Et donc ici, la transidentité et les savoirs trans sont attaqués par un groupe constitué de psychiatres, de psychanalystes, d'universitaires, de féministes radicales, entre autres. Et sachant qu'un certain nombre de ces personnes ont aussi des liens avec des groupes chrétiens et ou d'extrême droite. Alors, sur ce site, si vous en sentez le courage, il y a une première vidéo d'un psychiatre qui intervient auprès des jeunes personnes trans. Et dans cette vidéo, il s'en réfère pourtant à la clinique du psychologue et sexologue Kenneth Zucker. Et sa clinique font quand même savoir qu'elle a été fermée pour une question de thérapie de conversion, ce qui n'est pas rien. La partie témoignage de ce site, elle est aussi constituée d'une somme de regrets de transition, donc des personnes trans qui auraient regretté leur transition. Et ces exemples sont pris un peu partout dans la presse. Alors, le tout est présenté comme en forte augmentation. Et pourtant, on ne retrouve aucune étude, alors qu'il y en a un certain nombre qui démontrent qu'en fait, ce taux est faible. Et en fait, il varie peu. Donc, les regrets, selon les pays, vont de 1 à 2%. Alors, parmi les références manquantes, parce qu'après tout, le fait de ne pas mettre certaines références, ça dit quelque chose. La première enquête française, par exemple, qui date de 2005, c'est celle de Bonnie Herbal, Michel Elançon, publiée dans l'Information psychiatrique. Les associations trans, elles donnent même encore en 2020 des chiffres similaires. Elles n'ont jamais éludé la question des regrets. Troisième référence, peut-être celle de 2015, donc le rapport du National Center for Transgender Equality aux États-Unis. On a un chiffre de 8%, donc sur le phénomène des détransitions. Et sur cet échantillon de 8%, 5% des personnes de cet échantillon-là disent qu'elles ont arrêté leur transition parce qu'effectivement, ce n'était pas ça, elles s'étaient plantées, etc. Les 95% qui restent, par contre, expliquent que si elles ont mis un terme à leur transition, c'est à cause de la pression familiale, le harcèlement à l'école, l'emploi, etc. Et par contre, que ce soit Marianne ou Cosette, par contre, si on ne se réfère pas à ces chiffres-là, on s'en réfère à d'autres, et notamment à ceux de l'enquête de l'étude de Lisa Littman de 2018 de l'Université de Brown aux États-Unis, donc une étude intitulée, c'est tout un programme, « Manifestations subies de dysphorie de genre chez les adolescents et les jeunes adultes ». Et ici, quand même, on émet l'idée d'une pandémie, d'une contagion sociale, et notamment à travers les réseaux sociaux numériques. Mais à aucun moment, on ne dit que cette étude a été en partie invalidée pour ses failles méthodologiques, par la revue elle-même qui avait publié l'article, mais aussi par l'Université de Brown et par la voix de sa doyenne, Beth Marcus. Alors, par exemple, comme défaillance méthodologique, pour le dire simplement, le rapport n'a pas collecté de données auprès des adolescents et des jeunes adultes eux-mêmes. Je trouve que c'est pour le moins problématique. Alors, le dit groupe de travail du site de la Petite Sirène cache plus ou moins des liens qui sont quand même questionnants. On note la participation, je l'ai dit, d'universitaires, mais aussi d'un groupe de juristes pour l'enfance. Alors, ces personnes-là sont favorables, par exemple, aux opérations sur les enfants intersexes. Ils ont des liens avec la Manif pour tous, dont on connaît les positions. Alors, quand on étudie aussi la liste des signataires et du dit groupe de travail, on finit par aboutir à des associations familiales catholiques, au groupe Sens commun, par exemple, donc c'est très, très à droite, Paternet, groupe masculiniste, Alliance Vita, donc et d'autres groupes anti-avortement, anti-PMA, enfin anti tout un tas de choses. Et ce qui est compliqué, c'est que le tout est difficile à retrouver et même à retracer parce que la liste des signataires,
elle évolue et notamment, elle a connu des modifications depuis la première publication du 26 février dernier. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce qu'on pourrait, enfin, ce que moi, j'ose appeler une épistémologie de l'ignorance. Mais là, je vais passer au deuxième point, et cette fois-ci pour illustrer mon rapport au savoir situé. Alors, je commence par une petite anecdote, c'est ma première et seule présentation à l'époque sur ma thèse de doctorat. Elle s'est déroulée au sein d'un laboratoire pour lequel j'étais une sorte de vilain petit canard. Alors, je n'ai pas le temps de développer, alors je vais aller directement au but. Avec la complicité de ma directrice de thèse, lors de cette présentation, j'ai éludé mon appartenance au terrain étudié. Et cette appartenance était quand même connue puisque j'avais opté pour la visibilité en tant que personne trans afin de ne pas nuire à ma recherche sur le moyen terme et aux études trans sur le long terme. Alors, parmi les rares hommes présents, il y a eu un chercheur qui, vraiment avec une insistance assez spectaculaire, il m'a fait pointer le fait que je n'avais pas dit d'où je parlais. Et dans ce contexte, ce qu'il voulait entendre de moi, c'est bien que je dise que j'étais trans. Et à cet instant, j'ai compris que je devais littéralement bétonner ma thèse. Et j'ai travaillé à tel point que j'ai fini par qualifier ce travail de défense théorique. Je devais et pouvais démontrer que j'étais apte à penser non seulement la condition du terrain étudié, mais aussi ma propre condition, puisqu'à la fois dedans et en dehors, insider et outsider. Et l'épistémologie, du point de vue, était pour ainsi dire salvatrice, parce qu'avec la notion de savoir situé, je pouvais m'inscrire dans une posture épistémologique critique. Alors, les spécialistes sont nombreux ici. Alors, je dirais juste que mes références principales, évidemment, ont été Sandra Harding et Donna Haraway. Alors, entre mes lignes, dans ce qui va suivre, vous reconnaîtrez aussi d'autres apports de la recherche avec Fraser, Spivak, Fetsky, Abulogod, Nangé-Mensah et bien d'autres, auxquels d'ailleurs je rends hommage parce que franchement, sans leurs travaux, ma recherche, elle n'aurait même pas pu exister. Alors, je me suis inscrite ainsi dans la pensée qu'aucun savoir n'est autonome par rapport à son contexte de production, diffusion, ni par rapport à la subjectivité de celui ou de celle qui le produit, évidemment je me l'applique, et les points de vue ne peuvent prétendre à la neutralité, et il existe évidemment de nombreux lieux et espaces où observer la réalité. Et donc, en adhérant, en m'inscrivant dans toute cette pensée, j'ai essayé de partager du coup les développements, notamment dans le deuxième numéro de la revue Comment s'en sortir, sous le titre « Pour une épistémologie trans et féministe, un exemple de production de savoir situé ». À l'égal, les études de genre, les études transgenres sont intrinsèquement critiques. Elles interrogent l'objectivisation du sujet et aussi les défaillances méthodologiques de certaines études sur les trans. Et c'est ce qu'avait déjà démontré Sandy Stone en 1991 dans le manifeste post-transsexuel. Alors, précisons aussi que les études trans sont pour champ d'études, évidemment, les rapports de genre, la binarité, les discriminations, la psychiatrisation de l'identité, etc. Elles ne sont pas cloisonnées et elles ne tournent pas en rond. Alors, toujours dans cet article, depuis un point de vue trans et féministe, j'ai posé les questions suivantes. Comment le jeu du témoignage est-il devenu le nous de la recherche? Comment, concernant les personnes trans, s'est opéré le glissement du statut d'objet de savoir à celui de sujet de savoir? Et en tentative, pour répondre, j'ai proposé de montrer les limites et les avantages à être du dedans et du dehors, tout en sachant produire un contre-discours pour formuler des identités différentes et peut-être partager des savoirs nouveaux. Travaux que j'inscrivais dans une dynamique constructiviste et que j'élaborais depuis une position subalterne. Et j'en arrive ainsi à d'autres points qui pourraient sembler peut-être offensifs. Parce que car subalterne, en fait, je le suis toujours. En bref, je ne peux pas oublier que je vous parle depuis la marge de l'université. Pour moi, la précarité, ce n'est pas quelque chose à venir. Pour moi, c'est déjà là depuis plusieurs années. Alors, non sans une certaine ironie envers nos politiques, en ce sens, je fais peut-être partie des personnes qu'on croise dans les gares et qui ne sont rien, de ces personnes qui n'ont pas su traverser la rue pour trouver le job. Ou encore, comme j'ai pu le lire dans une tribune de Marianne, je suis peut-être l'une des possibles représentantes, je cite, de la transidentité, phénomène qui s'inspire de modèles rhétoriques en vogue dans certains milieux savants, accrédités par la théorie du genre. Pourquoi ça va être un si bon chemin? Alors, pour dépasser ce que je viens de vous dire, j'en reviens de nouveau à ma recherche parce que j'ai toujours tenté de partager les échafaudages afin que les jeunes chercheurs et chercheuses trans puissent à leur tour s'emparer de ces outils et se situer par la théorie. Alors, je considère que les champs d'études intrinsèquement critiques
se sont nourris de savoirs militants qui, à leur tour, se sont nourris des savoirs universitaires. On ne parle pas d'une dimension cachée, on n'est pas des Illuminati, hein. On ne parle pas non plus d'être invisible à soi-même, on parle de recherche responsable, on parle de recherche éthique, de recherche action, de recherche engagée. Sans savoir critique, c'est le mur. Et lors de ce colloque, moi j'ai envie vraiment de vous faire passer un message personnel, c'est que j'ai très envie que vous puissiez continuer de mener vos recherches et dans le meilleur des climats. Alors, pour conclure, en forme d'hommage à Awe et à la recherche féministe, je dirais que les connaissances situées, elles rompent avec la domination d'un point de vue unique, hégémonique, invisible à lui-même, et de fait prétendument vertueux, puisque dit objectif. Les tentatives de légitimation et de censure des savoirs critiques sont les symptômes de repliement et de conservatisme. Mais pour moi, c'est aussi l'expression d'une entreprise d'orthopédie sociale néolibérale des savoirs. À mon sens, on veut faire de l'université un marché économique tout propre, en tentant non seulement de nous faire passer pour l'oppresseur, mais aussi pour des super privilégiés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine. On va avoir l'occasion d'y revenir lors du débat. Mais avant, donc, on va écouter Rachele Borghi, que je présente rapidement aussi. Rachele Borghi, donc MCF en géographie et aménagement à Sorbonne Université, et dont un livre vient de paraître, je crois qu'il est traduit de l'italien, si je ne me trompe pas, Des colonialités et privilèges, devenir complices, aux éditions d'Arol. Et Rachele va nous parler, elle nous a donné un titre qui est aussi très évocateur, Mon corps et mon terrain, et il est toujours en champ de bataille. Donc, merci Rachele, je te donne la parole. Merci beaucoup. Et je m'excuse, je prendrai quelques minutes de plus et je parlerai moins pendant le débat. Et je vais lire assez vite. Donc, voilà, je vais partager mon écran et vous me direz si tout va bien. Vous voyez? C'est bon? Parfaitement, oui, super. Alors, je voudrais participer au débat à partir de mon propre parcours, car je suis féministe et je suis fascinée par la Autostoria Teoria de Gloria Zaldúa mobilisée par des universitaires féministes décoloniales comme Paola Bacchetta. J'ai commencé à étudier le post-porn en 2011, les performances dans l'espace public des collectives en Espagne et en Italie. Ce qui m'intéressait, c'était l'aspect politique, de subvertir les normes dominantes liées au genre et à la sexualité dans l'espace dans une perspective intersectionnelle. Mon protocole de recherche prévoyait mon immersion dans le terrain. J'ai fait des ateliers de bondage, d'éjaculation féminine, de lecture, d'écriture, de fabrication de sex toys, de BDSM. Tout était nouveau pour moi, en particulier la position centrale que mon corps occupait sur le terrain. Ce type d'expérience de recherche interroge le corps de la chercheuse et représente un dispositif privilégié de réflexion sur la subjectivité. Mais restituer cela dans un travail scientifique, intégrer dans l'écrit les images de son propre corps, ses sensations, ses émotions, sa sexualité, signifie prendre le risque de devenir, toi et ton travail, out of place universitaire. En géographie du genre et de la sexualité, la légitimité du corps comme objet d'étude n'est plus questionnée, en condition, ton corps doit rester en dehors de la recherche. Tu peux travailler sur le corps, mais pas avec le corps, surtout pas le tien. Malgré en un plan émotionnel terme, tes émotions à toi ne sont pas encore les bienvenues. Quand les premiers résultats de ma recherche ont été diffusés, j'ai été invitée à des conférences et des séminaires, une d'ailleurs avec Karine. Mais mes échanges avec les activistes et performances m'avaient mise en face au point sensible de la recherche. Comment produire un savoir sur comment produire un savoir sans délégitimer et invisibiliser celui produit par les concernés? Comment ne pas cannibaliser le terrain? Comment ne pas construire sa carrière sur le corps de sujet de recherche? Est-il possible qu'une chercheuse se réapproprie son corps dans toutes les phases de sa recherche, du terrain à la restitution? Nous, les universitaires, nous apprenons à adapter notre corps à l'espace universitaire, notre corpus à la forme universitaire.
Il faut apprendre à discipliner corps et corpus. De conférence en conférence, on apprend à faire disparaître notre corps. Mais une intervention dans une performance, dans une colloque, elle fait une performance. Et alors pourquoi le corps, la personne qui fait la recherche, doit-il rester toujours en dehors de la salle? Surtout, je tiens à porter l'attention finale sur le fait que si à travers le post-porno, on a une pratique de la rupture entre la théorie et la pratique, on a aussi l'idée que l'accent, je voudrais mettre l'accent sur le fait que souvent, les performeuses produisent un travail écrit, un travail de recherche, un travail qui vient traduit dans des blogs ou dans des supports comme des blogs ou des livres. Et parfois, les académiciens, les scientifiques produisent des performances. Merci. En hypervisibilisant mon corps assigné chercheuse, je voulais le revendiquer comme étant présente et montrer aussi l'absence considérée normale dans notre corps, celui des inquiétés. Je ne voulais plus me cacher derrière les dispositifs qui permettaient à la chercheuse de prendre de la distance et de se dire en dehors. J'ai donc pris les codes de la performance que j'avais vus et étudiés et je les ai mobilisés. Je finis mon exposé. Je finis nu. Le débat commence. Je ne me rhabille pas. Personne parle. Les questions commencent à arriver. Aucune sur ma nudité. Je parlais du corps comme outil de résistance. Je parlais du corps nu. Mon corps était nu. Mon corps parlait. Mon intervention avait été filmée et mise en ligne avec les autres en février 2013. Elle était passée quasiment inaperçue. Ce n'est que quand j'ai obtenu le poste de maître de conférence à Paris 4 que la violence institutionnelle et la cyberviolence a commencé. Des membres de l'UFR de géographie et aménagement dans lequel j'étais recrutée ont envoyé la vidéo au président de la Sorbonne pour demander que la procédure qui m'avait classée première sur 89 candidats soit invalidée et le poste remis au concours. Pour plus d'un mois, j'ai vécu dans la terreur que ma sortie d'une précarité durée 13 ans ne soit qu'une illusion. En même temps, l'harcèlement en ligne a commencé. La vidéo a été reprise par de nombreux sites de droite, catholiques, conservateurs et par l'Observatoire de la théorie du genre. On ne se lasse pas de suivre la progression de la propagande LGBT queer dans ce pays et de constater sa pénétration dans le monde dit intellectuel et universitaire. Pour percevoir la portée de cet acte, il faut imaginer qu'une sénatrice prenne la parole en plein Sénat et que d'un coup, la dame se mette à poil tout en continuant de parler. Dans 10 ans, à ce rythme-là, l'Europe est une terre à partouze sur laquelle les plus jeunes seront désormais conviés, car libres et détachés de tout déterminisme. Fini la morale à papa, voici venue la liberté républicaine, démocratique et progressiste. Certes, tout le monde ne peut pas postuler au Crazy Horse ou être sosie de Sophia Loren, mais il y a vraiment des cas où le fait de masquer son anatomie procède seulement de la charité la plus élémentaire. Cacher ce sein que je ne saurais voir n'est plus là de l'hypocrisie, mais simplement la manifestation d'une exigence esthétique. Pour imposer ces délires, le pouvoir dispose d'une armée d'universitaires dégénérés. L'exemple le plus frappant est Raquel Borghi, géographe, maître de conférences à Paris 4, anciennement à Rennes. Attention, scène de nudité crasseuse. Il est recommandé à ceux qui veulent écouter et tenter de comprendre les absurdités qu'elle débite de basculer sur un autre onglet pendant l'écoute. Ces tarés de l'académie, sans doute pilotés par le ministère, n'ont rien trouvé de plus tendance pour défendre la théorie du genre que d'inviter une lesbienne LGBT à donner une conférence sur le genre et le porno dans le cadre d'une université bordelaise et de lui permettre de se foutre à poil devant les étudiants pour mieux illustrer son propos. Une vidéo hallucinante qui a donc bien plus sa place sur un site de cul qu'ailleurs. Et quand tu veux pour tourner une vidéo bien trash, Raquel, vu que tu adores le porno et que tu en fais si bien la promo. Bon sang de bois!
Pourquoi faut-il systématiquement que ce soit les plus laides qui se dessapent? C'est une horreur, comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment de laideur dans le monde et qu'il fallait en rajouter. Cette démonstration nous permet de constater que nos soupçons sont fondés en ce qui concerne les politiques menées par les progressistes pour conditionner les jeunes consciences à travers les passerelles de l'éducation et de la culture. Hélas, la preuve nous est apportée que plus c'est gros et dégoûtant, mieux cela passera pour obtenir l'accoutumance, la normalisation de toute pratique et comportement. Des vieilles truies qui, mal baisées, n'ont que ce genre d'exhibition pour se faire plaisir. En parallèle, dans le milieu académique, circule l'image d'une personne bizarre, originale, lesbienne, à côté de la plaque, amorale. Elle n'a pas sa place ici. Le problème n'est pas que vous êtes lesbienne, mais que vous êtes busy. Quand on tape votre nom sur Internet, on trouve des images porno. Ben oui, j'y travaille sur la pornographie. C'est normal que parfois des images de tout sortent. Est-ce que je dois changer de sujet? Bien sûr que non. La France donne la liberté de recherche. Nous voulons seulement protéger nos étudiantes et nous protéger de plaintes. Je reçois des dizaines de messages contre votre recrutement. C'est problématique pour l'image de l'institution. Aucun collègue m'a jamais demandé la raison de ma performance. Il suffisait de la mettre dans la case provocation et exhibitionnisme. Il n'est venu à l'idée de personne qu'il pouvait s'agir d'une action directe pour problématiser le processus de production du savoir et marquer une rupture avec l'autorité de l'expert. Ignorer et délégitimer est plus facile que réfléchir aux questions que cette action soulève. Parce que pour moi, jusqu'à où une enseignante, chercheuse peut-elle apprendre de son terrain? Jusqu'à quel point peut mobiliser le genre, le féminisme, la résistance épistémologique dans ses pratiques universitaires? Pour moi, les études de genre ne peuvent pas être réduites à un sujet d'étude, à un champ de recherche. Le genre, la sexualité, le féminisme sont politiques. La savante est politique. Moi, je me suis laissée contaminer par le courage de m'inquiéter. J'ai appris à transgresser, à oser, à expérimenter. Et je me suis réconciliée avec moi-même. Je me sens une, partout, avec mon corps individuel, qui est un corps collectif. Il était une fois une chercheuse universitaire polytopique, queer, féministe, militante, dissident sexuelle. Un jour, elle réalise que sa créativité ne doit pas forcément rester reléguée à des articles scientifiques. Elle décide de libérer les sujets, les réflexions, les théories et les pratiques de recherche du papier imprimé comme la seule expression acceptée et légitime des communications scientifiques. Et elle transforme ses recherches sur les genres, les sexualités, les corps et la dissidence en performance collective. Zahra Bonheur naît, performeuse, chercheuse polytopique, porn-activiste, queer féministe, militante dissidence sexuelle. Résultat de la contamination du it yourself et de l'amour diffusé de ses amis. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me, love, love me. Crying for so long, shedding tears just to carry on. But now it's gone away. Can't you carry on? Yes, because you'll just can't come on. It'll take like to tease for fun. No, you ain't gonna tease no. They're gonna make you win. Because you live today, live today, live today. Because you live today. Anyway you want to, anyway you got to love me.
Zara Bonheur et la brigade Scrum sont la toile que mes inquiétés et camarades ont tissue pour et avec moi. Grâce à la théorie, grâce à ça, grâce aux étudiants qui m'ont recouvert d'amour et de révolte, aujourd'hui, je peux faire face à la nouvelle vague d'attaques. Cette vague est un continuum de violence dont l'institution universitaire et une partie de la communauté scientifique n'est pas seulement complice, mais aussi a été berceau. Et aujourd'hui, je voudrais remercier les personnes qui ont organisé ce colloque, qui est pour moi comme dit Bellux, un espace où se soigner les blessures, qui se sont mobilisés et qui ont montré leur solidarité. Et dire que malgré tout, je vais bien, que je me sens fort. Et à tous les autres, je veux dire et merci beaucoup. En tout cas, pour lancer un peu le débat, j'ai été frappée par cette ligne qui a été très forte aujourd'hui, bon, et hier et avant-hier aussi, mais je crois qu'avec vos interventions, on a vu vraiment que c'est ce débat, disons, qui est actuel, auquel fait référence le colloque, entre différentes façons de concevoir le savoir et là où le politique, en réalité, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est une guerre, mais en tout cas, il est empreint d'une violence énorme. C'est une violence énorme qui va surtout dans une direction, à mon avis, parce que, comme l'a souligné Karine, même s'ils veulent faire voir que les savoirs situés ou les études de genre ou les études transgenres sont majoritaires, nous savons parfaitement qu'ils sont vraiment minoritaires et que très souvent attaqués, qui sont très souvent non financés, délégitimés. Au-delà de ce sont les personnes qui sont visées aussi, et c'est ce qui est même si on le voit de façon historique, comme l'a fait Delphine, quand on regarde l'histoire de la médecine, l'histoire de la science, on voit que cette violence a été à l'œuvre depuis le début, pendant des siècles et des siècles. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça ou à d'autres questions. Oui, je voulais poser une question à Raquel, puisqu'on est dans la même institution. Donc là, j'ai vu qu'il y avait des productions de tes étudiantes de L2 de cette année. Donc ça signifie que dans ton département de géographie, il y a quand même un espace où tu peux faire ce type d'intervention? Non, pas du tout. L'espace, moi, je considère que l'espace ne se demande pas, ça s'arrache. Moi, simplement, j'utilise mon privilège et mon rôle de pouvoir, c'est-à-dire de décider ce que je fais en classe. Moi, je ne me mets pas à poil en classe, jamais. C'est jamais arrivé. Moi, là, la solidarité qui m'a été montrée et les dessins de mails et des pages que j'ai reçues de solidarité étaient vis-à-vis des attaques récentes et du fait qu'ils savent ce que l'université fait, la Sorbonne en particulier, et le fait que j'étais à leur côté au moment de l'occupation des blocages de janvier. Parce qu'avec mon corps, j'étais là à 6 heures du matin pour voir ce qui arrivait, etc. Et pour la position que j'ai prise d'annuler les partiels. Parce que moi, j'ai choisi mon camp. Et mon camp n'est pas celui de... J'ai décidé de trahir la classe. Et pour moi, la classe, c'est la classe enseignante. La classe des professeurs, le corpus enseignante dans lequel je suis automatiquement mis dedans. Alors moi, avec mon camp, je me soustrais de là. Et moi, j'ai choisi mon camp. Mon camp est celui de mes étudiants et étudiantes à l'intérieur de la Sorbonne. Et après, bien sûr, celle des personnes avec qui je partage le sentir, l'épistémologie, etc. Mais pas du tout à l'intérieur de, l'institution.
Je pense que pour revenir sur la question du corps, enfin, si je peux me permettre de parler, de prendre la parole, ce que je trouve qui est, tu as raison, Raquel, de parler de corps constitué, de corps professoral, on parle de corps professoral. Ou par exemple, quand on pense, donc moi, le travail que j'avais fait sur le Palais Bourbon, qu'on parle de corps législatif ou legislative body. Euh, C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qui, au-delà de la question, donc la question du territoire, en fait, et ou de la patrouille, ou des douaniers. John Scott a écrit à propos par exemple, des historiens sur le fait qu'ils essayaient de garder le contrôle du territoire de l'histoire, par exemple. Donc le territoire en tant qu'espace de production de savoir, on pourrait dire. Et donc cette mise en territoire, cette territorialité, avec l'idée qu'il y a des douaniers qui font le contrôle, quoi, en fait, elle est à la fois métaphorique, mais elle est drôlement réinvestie, et à réinvestir quand on la transfère du côté des corporéalités, c'est-à-dire de savoir qui a le droit d'être présent présente physiquement dans un espace. Qu'est-ce que c'est que le corps législatif implicitement? C'est un corps mâle, aristocratique dans l'histoire des démocraties, par exemple. Puis peut-être va survenir le corps populaire, l'ouvrier, qui des fois va se travestir pour mettre sa blouse, comme ça a été fait comme type de travestissement dans l'enceinte du Palais Bourbon à la fin du 19e. Thivrier rentre avec sa blouse d'ouvrier sur son habit de député, donc il opère une espèce de transvestisme de classe, et du coup, ce qui était invisibilisé, c'est-à-dire le critère social implicite de la présence corporelle, de ce qui constitue ce qui fait le corps législatif, de ce qui fait la souveraineté, etc., de ceux qui définissent le corpus doctrinaire de la loi, il apparaît, en fait, hein, quand on pense ensuite à la résistance de l'apparition du corps des femmes. Donc je trouve que cette présence par corps, elle est très importante parce qu'elle nous dit que les frontières de ce qui est défini dans les espaces scripturaires ou théoriques ou scientifiques sont en fait complètement liées au fait de pouvoir ou non habiter ces espaces et d'être en présence dans ces espaces. Mais dans une... Enfin, je ne sais pas. Excuse-moi, c'est idiot de... Enfin, évidemment, tu le vis et tu l'explicites mieux. Mais je trouve que du point de vue historique, le chemin a été tellement long, en fait, au fond. Qu'on doit reprendre et réfléchir littéralement à ce que ça veut dire que ces questions de corps constitué, de corps professoral, de corps législatif, de fonctionnement par corps. En fait. C'est intéressant. Oui, et puis par ailleurs, ça met en question aussi le fonctionnement même de ce corps professoral ou scientifique, qui est justement cette aval ou cette évaluation par pair. Parce que très souvent, on y fait référence comme la règle ou en sciences humaines et sociales, notamment par rapport à d'autres sciences dites dures, comme tu l'as rappelé, Delphine, qui serait beaucoup plus, qui serait justement, parce que ce n'est pas toujours vrai, mais qui serait beaucoup plus mesurable par des index, des traits objectifs. Donc, on fait valoir l'évaluation ou l'acceptation par les pairs pour les sciences humaines et sociales, mais il faut justement s'interroger sur les mécanismes de cette action, parce que qui sont les pairs, qui désignent les pairs, père, d'ailleurs, ça nous renvoie à une image très masculine et très paternelle ou paternaliste aussi. Ce n'est pas par hasard non plus. Donc, moi, je m'interroge aussi sur parce que, par exemple, dans l'entretien auquel j'ai fait allusion avec Nathalie Hennig sur France Inter, quand le journaliste lui a posé une question parfaitement légitime, parce qu'il lui a demandé de façon prétendument naïve, mais qui décide de quoi, qui décide de ce qui est objectif ou valable en sciences humaines et sociales, et qui décide de ce qui n'est pas valable. Donc, elle a sauté tout de suite, elle a dit, mais ce sont les pairs, on est soumis à l'évaluation par des pairs. Mais justement, comme Raquel le montre et le souffre, et non seulement Raquel, mais beaucoup d'autres ici, c'est un mécanisme qui dépend de qui sont les pairs et qui les désignent, évidemment, et quelles sont les règles aussi.
Parce que, Raquel, on peut se féliciter quand même que tu sois dans le corps professoral, comme l'a dit Delphine, donc que tu sois entrée dans ce corps, c'est une victoire, quoi. Si on reprend le vocabulaire de la guerre, on n'a pas gagné la guerre, mais tu as gagné une bataille, en tout cas. Mais il y a des cas où ce n'est pas encore le cas pour des personnes ici. Et justement, le mécanisme de la précarité, c'est un mécanisme aussi très, très violent dans le monde de la recherche et dans le monde de l'université. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très violent. Et ça touche les corps, évidemment, donc ça touche tout ce qu'on peut faire dans la vie, y inclut la recherche. Oui, Raquel. Non, je voulais juste dire que mon recrutement ne doit pas faire penser justement qu'il y a une ouverture, et c'est pour ça que justement mon corps aide à intégrer le corps enseignant professoral et des autres personnes, non, parce que pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on ne doit pas penser que la violence est quelque chose une exception à l'institution. Pour moi, la violence est dedans, est constitutive de l'institution. Et donc, la deuxième chose, c'est que l'institution fait tout pour se autoconserver. Donc, moi, j'étais en erreur dans le système. Je me suis faufilée là où il y a eu un vide à un moment donné. Et justement, après ça, le système a tout fait pour m'expeller, en fait, pour me faire sortir. Et ce qui est arrivé, c'est que dans mon UFR, les mécanismes de recrutement ont été beaucoup plus serrés. Donc, moi, j'étais jamais dans un jury. Ils ont recruté des professeurs des universités, donc, dernier niveau, dont le positionnement politique, on sait très bien où il va. Donc, il y a eu une réconfiguration virulente, en fait, pour le conservatorisme, cette partie-là. Donc, moi, je pense que c'est, comme dit, si on ne raisonne pas sur la violence intrinsèque, en fait, à cette institution-là, et à le fait que, comme on bien montré les études des coloniaux, en particulier Grossfogel, elle n'arrête jamais de dire que l'université, en particulier l'université française, est obsolète, en fait. Et donc, si on n'arrive pas à faire face à ça et à trouver des façons pour combattre ça, mais pas dans le sens d'une guerre, simplement pour moi, c'est dans le sens de l'irrévérence, c'est-à-dire ne plus essayer de se conformer, de considérer que l'université est la moule et nous, on est des pâtes, quoi. Donc, il faut résister à ça. Si on veut utiliser, nous qui on est dedans, utiliser notre privilège d'être dedans pour essayer de changer des choses, si on peut. Parce qu'effectivement, le problème du recrutement, pour moi, est à la base de tout. Hein. Si on ne change pas le corps professoral, si on ne change pas les corps qui sont derrière les bourreaux. Si on ne commence pas à voir qu'il y a des personnes, des personnes non blancs, non cisgenres, etc., qui peuvent devenir professeurs, ben alors, en plus, on ne va non plus changer l'imaginaire de nos étudiants et étudiantes. Donc, c'est pour moi qui est grave. C'est pour ça que moi, la première chose que j'ai dit en classe, c'est « je suis lesbienne ». Et boum, les murs explosent à la Sorbonne, parce que dire lesbienne à la Sorbonne paraît encore une chose, je ne sais pas moi, quelque chose de hyper compliqué, parce qu'à la Sorbonne, dans les placards, on ne tient pas les livres, hein, on tient les personnes. Donc, il y a plein de placards bien pris avec beaucoup de gens dedans. Et pour moi, c'est important justement parce que ce mot-là permet à tout un tas d'étudiants minorisés, donc même des étudiants non blancs, de se projeter. Et après, quand je dis, bon, vous pouvez me dire le pronom ou votre prénom choisi avec lequel vous voulez, bon, là, bah, tu vois quelques petites lumières dans les yeux de quelques-uns, quelques-unes, et voilà, ça change immédiatement la donne. Donc, pour moi, les pratiques de résistance dont tu parles, Belloux, c'est aussi ça, utiliser son privilège et créer des espaces de résistance là où on peut, c'est-à-dire dans la classe. Bien, bonjour. Moi, je m'appelle Fatou Sow. J'ai été chercheuse au CNRS pendant 40 ans.
J'ai commencé ma carrière comme stagiaire de recherche au CNRS, puis j'ai terminé il y a quelques années maintenant. Il y a plein de choses que je veux dire, hein, mais je vais être vraiment brève. D'abord, je vais dire à Raquel, moi, je suis dans un pays, le Sénégal, parce que c'est de là que je vous parle, où le président de la République vient de faire une déclaration officielle disant « Jamais, tant que je serai président, je ne légaliserai l'homosexualité ». Et il l'a fait parce qu'il le pense sincèrement, mais il a fait cette déclaration parce qu'il a été sous la pression des leaders religieux, la mosquée et l'église, et il a été aussi sous la pression de la société civile. L'UNESCO à Dakar a un programme d'éducation, bien sûr, et l'UNESCO a proposé à l'éducation nationale de faire un cours sur genre, sexualité. Alors, bien entendu, dans genre et sexualité, il y avait des questions qui étaient posées. Est-ce qu'on est un homme? Est-ce qu'on est une femme? Est-ce qu'elle devient ou est-ce qu'elle ne devient pas? Est-ce que c'est une construction sociale? Ça a affolé, totalement affolé les professeurs d'université, les professeurs de lycée, les instituteurs. Toute l'éducation nationale s'est arc-boutée en disant jamais on aura ces pratiques, parce que ces pratiques, elles viennent des cafés, elles viennent des incroyants, l'incroyant étant l'Occident. Donc, ils ont interdit que ce programme soit intégré parce que c'était pour l'année prochaine. Et dans des examens qui ont eu lieu il y a quelques semaines, curieusement, il y a eu un devoir dans lequel il était demandé à l'étudiant, voilà, vous vous rendez compte que vous êtes homosexuel, est-ce qu'il faut le dire à vos parents et comment écrivez-vous une lettre à vos parents pour leur dire que vous êtes homosexuel? Alors, quand les élèves ont reçu la feuille, je ne sais même pas s'ils ont eu le temps de recevoir la feuille, hein. En tout cas, l'examinateur qui distribue les feuilles, quand il a vu ça, il a poussé un cri d'horreur et il a mis en branle donc l'examinateur qui avait donné le sujet a été suspendu et je pense qu'il va être viré de l'éducation nationale. Donc voilà où nous en sommes. Donc, alors bien sûr, il est interdit à l'Université de Dakar, où j'ai passé quand même le plus clair de ma carrière comme chercheur CNRS, mais en poste là-bas avant de venir à Paris 7. Il est interdit de parler de lesbianisme, d'homosexualité. C'est interdit par la loi, par le cœur, par la raison, par tout ce qu'on veut. Il n'y a aucun débat possible à ce niveau-là. Donc, ça, c'est mon premier commentaire. Mais mon second commentaire, alors comme africaine noire, mais tous les Africains ne sont pas noirs, hein, mais comme africaine noire, ayant fait ma carrière au CNRS, mais surtout à l'Université de Dakar, qui était mon champ de recherche, et ayant une carrière longue, hein, parce que ça fait plusieurs années que je suis à la retraite, je me demande, alors ce débat, je m'intéresse à ce débat, hein, parce que c'est un débat de l'université française, où j'ai passé le plus clair de ma carrière, mais c'est un débat qui en même temps me pose question, pas tant le débat que les termes autour de la colonialité, du décolonial. Bon, moi je suis née à l'époque coloniale et au moment des indépendances, j'avais presque une vingtaine d'années. À l'époque coloniale, alors que j'étais citoyenne française, j'étais née dans les 4 communes, c'est une bizarrerie de la colonisation française. Quand vous étiez né dans 4 villes au Sénégal, Dakar, Saint-Louis, Rufisque et Gorée, vous aviez droit à la nationalité française, vous avez droit aux services militaires, pas dans les baraquements, mais ailleurs. Bon, bref, il y avait un statut qui était là. Jamais je me suis sentie française. Et je pense que les gens qui étaient avec moi non plus. Et dans les écoles où j'étais une minorité sénégalaise, dans une masse d'étudiants français blancs, à aucun moment je n'ai senti, et j'écoutais hier Mme Fatoudian qui est beaucoup plus jeune que moi. Bon, c'est vrai qu'elle a grandi en France, donc alors, nos situations sont différentes. Mais au moment de l'indépendance, d'avoir une carte d'identité sénégalaise, ça a été comme une bouffée ouf. Voilà. Donc, ma question est, je me sens enfermée dans le discours décolonial. Me laisser dans le discours colonial,
dans le discours de la race, dans le discours de l'oppression. Je suis désolée, on est indépendant depuis 60 ans. Les Africains n'ont pas cessé de remettre les sciences historiques et le reste sur leurs pieds. Le cher Diop, qui n'a jamais réussi qui a passé une thèse d'État, mais qui a été sanctionné parce qu'il prétendait que l'Afrique était nègre, nous avons eu nos combats. Or, je pense qu'on a fait des progrès. Or, aujourd'hui, c'est vrai, je vis dans un pays où je ne suis pas une minorité. Je suis une majorité noire et au fond, je deviens noire, je suis noire, point, à la ligne. Maintenant, je deviens noire quand j'arrive en France, quand j'arrive aux États-Unis, avec toutes les contradictions et toutes les complexités. Donc, dans le débat, et je n'ai pas le temps de le développer ici, mais nos débats, c'est vrai qu'il faut qu'ils soient situés. Parce qu'ils ne sont pas situés, alors on a des difficultés à s'intégrer. Vous savez, les Africains n'ont jamais parlé de féminisme noir. On a une organisation internationale, le African Feminist Forum, mais il est africain, il n'est pas noir. Noir, c'est une position politique que l'on utilise dans des contextes précis. Alors, je sais bien que face à la blanchéité ou la blanchitude, je ne sais pas comment l'appeler, il y a une manière de se positionner, mais il y a des utilisations politiques, des théories. Parce que nous, ce que nous avons dû faire, nous avons dû nous battre contre le féminisme occidental dans les années 77-78. Je me souviens d'une réunion à Dakar où il y avait Fatima Mernissi, Achola Pala, Marianne Savané et plein d'autres personnes qui se sont positionnées contre le féminisme occidental, de la même manière que les Américains l'ont fait en créant l'intersectionnalité. Mais aujourd'hui, il faut se le réapproprier. Et nous sommes en train de nous réapproprier des concepts qui sont, à mon avis, extrêmement importants, mais ils sont importants que si nous leur donnons une légitimité dans notre espace. C'est pour ça que tous les débats que l'on a autour des religions, autour de l'islam, autour de la laïcité, très souvent nous sommes en porte-à-faux parce que nos positions nos contextes sont différents. Je ne sais pas si j'ai été claire, hein. Je le dis rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais je pense qu'il est extrêmement important d'ouvrir les débats beaucoup plus larges. Demain et après-demain, je ne serai pas avec vous parce que je termine, je vais à un dialogue intergénérationnel des féministes sénégalaises. Je me rends compte que pour la première fois dans une réunion, je suis la plus vieille, et vraiment la plus vieille. Je suis là avec des jeunes chercheurs des chercheuses. Les unes ont été mes étudiantes, les autres ont l'âge de mes filles et bientôt l'âge de mes petites filles, si je ne m'étais pas mariée aussi tard que ça. Et dans ce débat, je pense qu'il y a des questions qui vont être posées et les questions vont être autour, est-ce que c'est légitime d'être féministe? Est-ce que c'est légitime d'être laïque? Est-ce que c'est légitime de remettre en question les valeurs ancestrales africaines dont on nous bassine énormément en ce moment, où les fondamentalismes à la fois religieux et culturels nous mettent dans un ghetto dont il est extrêmement difficile de s'échapper. Donc, je pense que c'est une chose que je voulais dire. Merci. Ce qui est intéressant, c'est justement dans ce type d'approche, c'est de prendre en compte les contextes au pluriel. Donc, c'est clair que l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas d'appareil conceptuel, par exemple, qui va pouvoir s'appliquer tel quel que soit le contexte. Donc, l'enjeu, c'est bien qu'il y ait une théorisation propre avec, alors si on prend les féminismes, moi je dis les féminismes au pluriel africains, il y a eu effectivement toute une terminologie qui a été élaborée. Là, le terme que j'ai en tête, c'est le stiwanisme, justement pour dire qu'il s'agit d'élaborer une théorisation féministe qui soit bien ancrée dans les contextes africains. Donc, je vais complètement dans le sens de ce que vous avez mis en avant et ce qui est défendu dans ce type d'approche qui met en avant des pluralités de points de vue ancrés
et qui rendent compte justement de la pluralité des expériences sociales. Donc, il ne s'agit pas de mettre en avant… alors, peut-être que je n'ai pas bien compris, ce qui est spécifique à ce colloque peut-être, c'est que ça s'inscrit dans un contexte, moi j'ai bien dit, il y a des choses que je dis en relation avec notre contexte franco-français, parce que c'est notre contexte d'exercice auquel on répond, on essaie de trouver justement des stratégies de réponse par rapport à ce contexte. Pour autant, il ne s'agit pas de mettre en avant qu'il y ait des universalismes, des universalités, bien au contraire. Donc, si je reprends des approches décoloniales d'Amérique du Sud, par exemple, c'est de remettre en question l'idée d'un universel pour mettre en avant plutôt le concept de pluriversalisme, là encore pour prendre en compte la pluralité des contextes. Voilà, moi, ce que j'aurais à répondre à Fatou. Merci, Fatou, en tous les cas. Néanmoins, merci Nassira. Néanmoins, je dois dire que Delphine, oui, excusez-moi. Non, je pensais pour poursuivre ce que dit Nassira, peut-être pour répondre aussi, c'est qu'en fait, au fond, ce qui suscite ces rencontres, c'est le caractère extrêmement franco-français de la situation politico-intellectuelle qui dure depuis 40 ans, en fait. Et il y a une sorte d'invisibilité à la localité du problème que les entre guillemets sikhs français ont l'air d'avoir, avec toute une série de déplacements et de ruptures qui ont pu avoir lieu ailleurs. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme un inconscient finalement national, aussi bien du côté du conservatisme des forces politiques de gauche et de droite que du côté du conservatisme de toute une partie des sciences sociales, de ne pas être capable d'interroger le caractère local justement de ce qu'est ce moment en fait. C'était juste peut-être, donc du coup effectivement peut-être que nous on est évidemment situé dans la façon dont on parle, mais je pense que la scène est exemplaire d'une certaine façon de l'invisibilité à soi-même de ces élites politiques et sogenannte intellectuelles de leur propre localité en fait, dans l'univers monde des questions et des expériences. En même temps, si je peux, c'est vrai que le débat actuel en France est très franco-français, comme l'a dit Nassira depuis un moment, mais je pense que c'est aussi un symptôme de quelque chose qui se passe ailleurs. Par exemple, en Espagne aussi, où c'est vrai que le débat se pose peut-être de façon un peu différente, mais les attaques et puis les exclusions aussi du corps professoral sont évidentes. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, Raquel, il y a eu quand la mairesse de Barcelone a été élue, il y avait quelqu'un qui travaillait avec elle à la mairie et c'était il y a 8 ans presque, ou 6 ans, et on l'a attaqué dans les médias, mais un peu partout, parce que c'est pas dans le milieu universitaire, mais politique, c'était une jeune femme qui avait participé au mouvement post-porno de Barcelone du début des années 2000. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un à la mairie de Barcelone qui a participé au mouvement post-porno, c'est une pornographe, je sais pas, bon, on l'a traité de tous les noms. Et bon, ça c'est un exemple, mais il y a aussi, je me souviens aussi de quelque chose un commentaire beaucoup plus en passant, il y a 15 ans, vraiment, les études de genre n'avaient aucune place à l'université espagnole, c'est-à-dire on était complètement… les gens comme moi qui en faisaient, mais moi il y a 15 ans j'étais déjà en poste, donc j'étais protégée, mais je n'ai pu commencer à faire d'études de genre que quand j'avais déjà mon poste, comme pour beaucoup de gens. Et donc j'ai entendu une conversation entre collègues, entre guillemets, et ils se plaignaient du fait que, je les cite, on ne pouvait plus faire une thèse en littérature sans que ce soit une thèse féministe.
Et moi, j'ai halluciné parce qu'il n'y avait pas encore de thèse féministe en littérature en Espagne. Donc, il prévoyait le problème avant qu'il n'arrive, disons. Ça, c'était cocasse, mais c'est un peu la même chose qui se passe maintenant en France. Il crie au danger quand, en fait, nous sommes malheureusement peut-être une minorité à l'université et dans d'autres domaines, comme au CNRS aussi. Alors, Eric mettait un petit, qui ne peut pas parler, mettait un commentaire dans le chat que je vous invite à lire. Et puis, Anne-Laure, je crois que tu voulais poser une question. Oui, mais merci d'abord à toutes, et puis en particulier à Raquel aussi pour la puissance en fait de ce que tu arrives à nous transmettre. Ma question, en fait, elle soulève quelque chose que peut-être je développerai aussi demain, c'est-à-dire qu'en fait, mais qui s'inspire de cette question de la performance qui est au cœur de ton travail, Raquel, qui est qu'en fait, on se pose la question de situer beaucoup notre corps pensant, mais pas beaucoup, et puis un peu nos corps sexuels, nos corps intimes, mais finalement, la position de nos corps publics est relativement peu discutée, notamment de notre corps travaillant. On l'aborde, on le tangente à travers la question de la précarité, par exemple, et du fait que des corps qui luttent pour des idées et pour transmettre des choses dans des conditions matérielles plus difficiles que d'autres vont être plus facilement atteints. Mais finalement, ce qui se joue aussi, c'est que nous sommes, que les attaques contre ce que nous cherchons à penser sont aussi des attaques contre les conditions d'exercice de notre métier. Et à ce titre-là, il me semble, même si c'est quelque chose de tout à fait théorique et utopique, parce que les mouvements syndicaux en France, du moins, sont très peu ouverts sur les questions intersectionnelles, qu'il y a peut-être une piste de travail et une piste de lutte. Sachant que pour un grand nombre d'entre nous, on travaille pour l'État, effectivement, mais que... Et alors, on verra, enfin voilà, sans trop commencer à développer ce que je pourrais dire demain. Voilà. Merci. C'est moi qui réponde? Toi, ou peut-être, mais oui, avec plaisir. J'ai déjà beaucoup pris la parole, c'est pour ça que je ne voulais pas. Bon, moi, le problème se pose bien sûr sur... ça ouvre pour moi tout un tas d'autres questionnements sur qu'est-ce que c'est le corps précaire et qu'est-ce que le travail fait au corps, la précarité fait au corps, et aussi le fait que notre corps est censé être un corps d'État. Moi, je voudrais me réapproprier aussi de ça, parce que moi, je ne travaille pas pour l'État. C'est-à-dire l'État me donne... Oui, bien sûr. Je suis fonctionnaire d'État, d'accord. Mais je travaille, comment dire, je fais une prestation pour l'État que je considère de la faire correcte, j'ai mon salaire et c'est tout. Mais je ne suis pas à l'État. Mon corps n'est pas à l'État. Et pour moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, il faut se réapproprier le message politique du genre et du féminisme, se repolitiser le genre qui a été fortement affaibli par l'institution. Et donc, toute la leçon du féminisme qui parle de la réappropriation du corps, de l'autonomie, de l'autogestion et tout ça, c'est tout des choses qui ne vont pas forcément avec le fait de penser que notre corps, quelque part, doit quelque chose à l'État. Je lui dois rien. D'accord? Je lui dois rien. Moi, la seule chose que j'ai besoin, c'est d'un salaire pour vivre. Parce que dans cette société capitaliste, j'ai besoin d'argent pour pouvoir vivre. Mais mon corps, il n'est pas lui.
Il n'est pas lui, il n'est pas à la Sorbonne Université, il n'est pas à l'UFR. Mon corps a beaucoup souffert de la précarité avant et des attaques après. Donc, j'ai développé une maladie, mon corps est encore souffrant, quotidienne. Donc, la souffrance physique de mon corps, moi maintenant, j'ai un handicap. J'ai le statut de travailleuse handicapée pour l'handicap que j'ai développé à cause de la violence environnementale. Donc, dans le dossier, il est écrit ça. D'accord? Donc, un corps qui est devenu un corps malade. Mais j'ai essayé de renverser la maladie et de me réapproprier mon corps encore. Et donc, moi, je pense qu'on devrait aussi parler des effets sur notre corps, de toutes ces violences, de la violence et des effets sur le corps, les effets matériels sur le corps, de la précarité, les effets sur le corps de toute cette souffrance, des refuses, des portes qui sont claquées en face, du fait de voir qu'il y a certains sujets, les personnes trans, les personnes non blancs, etc., qui sont toujours considérés des exceptions, sont toujours considérés, comment dire, out of place, malgré le fait qu'on développe le discours sur le fait qu'il faudrait, etc. Et tout. Après, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question alors. Et pour moi, quand tu dis syndicat, moi, c'est fini. Hein. Moi, je ne suis plus intéressée. J'ai porté toute ma souffrance, je l'ai portée aux institutions. J'ai parlé avec les syndicats. J'étais la première de la cellule de Sorbonne Université contre les risques du travail, parce qu'ils avaient peur que je me tire une balle dans la tête, quoi. Donc, j'étais la première. Ils n'ont pas du tout pris en charge la chose. Ils m'ont laissé parce que mon cas était trop compliqué, parce que justement, c'était obligé de trahir quelque part le corps professoral dont parle Delphine. Donc, pour moi, c'est aussi un problème, tout ça. Alors, je me suis dit, ne me sauve pas, je m'en charge, quoi. Et je me suis sauvée toute seule. Après la seule chose que j'ai tirée, que j'ai dû expliquer au moins 15 fois mon histoire, même à l'avocat, etc. Et à chaque fois, les douleurs et tout sur le corps, toutes les blessures se réouvraient. À un moment donné, j'ai dit, mais je vous emmerde. Et je vais trouver ailleurs mes espaces pour soigner les blessures. Ce n'est pas avec vous que je ferai les complicités, quoi. Et d'ailleurs, je voudrais dire une chose. Moi, je me suis mis à poil dans cette conférence-là, la première à Bordeaux, mais aussi parce que dans ce colloque, il y avait Karine, que je voudrais remercier, profiter maintenant pour remercier. Parce que Karine était là, on se connaissait, on n'était pas très amis, mais on se connaissait et il y avait une bienveillance et je savais qu'avec la présence de Karine, cet espace-là pouvait être un espace d'expérimentation et de bienveillance. Malgré c'était, je suis d'accord, une chose complètement à côté de la plaque. Mais je ne suis pas sûre si c'était dans un autre contexte avec des autres personnes, si j'aurais osé autant faire une chose comme cela. Sa présence, son corps, c'était quelque chose comme si elle me caressait, elle me disait, bon, je suis là, quoi. Tu fais un truc, bon, on verra après. Et ça, pour moi, c'est hyper important quand on est dans l'espace universitaire. Pouvoir sentir cette énergie d'amour, quoi, qui circule. C'est l'espace d'amour qu'on doit multiplier, hein, pour moi, dans la classe, dans les colloques et tout. Alors justement, pour peut-être rebondir un peu sur ce que vous dites toutes, et aussi pour reprendre l'expression d'Éric qui est plus haut dans le chat, qui disait que il y avait quelque chose effectivement d'émouvant dans ce que vous dites, et je pense que l'une des choses qui est à la fois politique et émouvante, c'est la haine que vous subissez. Parce que bien sûr, les institutions sont violentes, c'est presque un synonyme, parler d'institutions et de violence, mais la haine est l'un des langages de la violence, très spécifique. Toute violence n'est pas haineuse. Et du coup, je me demandais, alors c'est peut-être déjà une manière de glisser vers le que faire de demain, mais qu'est-ce que l'on peut faire collectivement face à cette haine dont certaines et certains sont destinataires.
je suis d'accord que je partage ton point de vue, Raquel. Les syndicats ne me semblent pas très… ils sont dans d'autres jeux et ils ne sont pas dans ces jeux de l'attention et je ne pense pas que ce soit des très bonnes personnes, des très bonnes structures pour se défendre contre cette haine. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quel espace de discours, quel espace de discours et de pratiques créés pour… on n'est pas tous et toutes destinataires de haine. Moi, je le suis très peu, par exemple, encore que, mais pas du tout sur le même mode. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour être solidaire face à cette violence qui a le langage de la haine? Et je redis juste un mot de ce que j'avais dit le premier jour sur le texte de notre collègue Nathalie Henich. Et l'une des choses que j'ai trouvées très spécifique, c'est effectivement, c'est quelque chose d'au-delà de l'agressivité. C'est une sorte de… Par son langage, c'est un plaisir de faire mal. C'est un plaisir d'humilier. Et dans ce que vous dites, notamment Karine et Raquel, on sent ce plaisir de faire mal qui, pour le coup, échappe totalement aux usages universitaires, totalement à la langue de la science. C'est une autre langue, c'est une langue de la guerre, et c'est une langue du plaisir de faire la guerre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire ensemble là-dessus? Mais peut-être qu'une des raisons de cette violence maintenant, c'est que le rapport de la marge au centre s'est déplacé quand même. C'est-à-dire qu'au fond, il y a 20 ou 30 ans, c'était pas nécessaire d'être violent. Enfin, il n'y avait pas de nécessité à être violent quand il y en avait une ou une autre qui arrivait à être dans un espace à peine gagné, quoi. C'est-à-dire, entre la disqualification qui était déjà toujours présente de ce qu'il y avait à y faire ou de ce qu'on était ou des questions qu'on portait, et le fait qu'on devait se socialiser à des environnements complètement marqués par de l'homosocialité virile. Voilà, donc on devait faire le travail, moi, que j'appelle prostitutionnel, institutionnel, c'est-à-dire il nous a appartenu pendant des années de faire ce travail prostitutionnel pour pouvoir vivre dans ces environnements. Je trouve que c'est intéressant de le thématiser comme un travail prostitutionnel, en fait. Et donc, je pense que ce qui se passe maintenant, c'est que d'une certaine façon, le rapport de la marge au centre et l'évidence des questions qui sont posées, étant beaucoup plus grand dans la société et beaucoup plus admis finalement dans la société, et en particulier dans la société française, même si toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire les changements de génération, la vitalité de ces questions, le renouvellement des critiques, les vies qui se vivent aujourd'hui, finalement inquiètent terriblement ceux qui tenaient toutes les manettes de la science, de la politique et de la nation. Voilà, ils les tenaient, et dans les grands éditoriaux. Donc là, peut-être pour la première fois, il faut faire preuve d'une vraie violence, d'une violence véritable de leur part, parce que peut-être que la maison vacille. Alors, c'est pas, ça serait une lecture, c'est pas que je vais être positive, mais c'est que peut-être que historiquement, quand même, depuis les 5 ou 10 dernières années, les choses se sont transformées dans une ampleur qu'on n'avait pas eue dans les 40 qui précédaient, du point de vue de la scène intellectuelle, des transformations des modes de vie, de la possibilité de vivre d'autres vies, de la transformation du droit, etc. Donc, il y a peut-être là un effet de violence qui est aussi lié au temps historique. Donc, mais c'est une hypothèse. Il faudrait que les historiens du futur la valident éventuellement. Je crois qu'il y avait… Anne-Laure, tu voulais dire quelque chose, m'a-t-il semblé. Oui, mais c'était quelque chose de volontairement naïf de jeter cette histoire de syndicalisme au milieu mais surtout parce que le syndicalisme tel qu'on le connaît en France est complètement à côté de la plaque par rapport à tout ce qu'on vit. Mais néanmoins, en fait,
j'entends deux choses dans ce qui se dit, et notamment dans ce que dit Raquel, c'est-à-dire, bon, d'une part, une fois que l'énorme difficulté personnelle à devoir toujours répéter, effectivement, et donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut arriver à fabriquer quand même des endroits où ceux qui sont attaqués à leur tour, celles et ceux qui sont attaqués à leur tour, peuvent aller s'en réinventer. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque attaque, et en fait, les attaques aujourd'hui, elles sont multiformes, c'est quand même de l'ordre de l'hydre. Les attaques, elles arrivent pas forcément là où on les attend. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très précisément très centrés parce qu'il y a un faisceau d'éléments qui vont susciter des attaques, mais pas uniquement. Et qu'en fait, les réseaux de solidarité et les points d'entrée dans les réseaux de solidarité ne sont pas évidents forcément. Et donc, il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là. Et quand même, moi, que je trouve à la fois très courageux et en même temps très rude, c'est que, voilà, Raquel, elle le dit, effectivement, on trouve du soutien avec les gens avec lesquels on est en contact, notamment les étudiants, et que pour ce travail avec les étudiants, on a un salaire. Mais ça s'appelle un travail, et puis bon, on est lié à différents endroits avec des personnes pour lesquelles on passe du temps, de l'énergie, etc. Voilà, et que moi je trouve, voilà, on est cette notion de lien qui se crée autour d'une relation sociale qui s'appelle le travail, sans être forcément une approche marxiste, mérite d'être pensée, parce que cette université qui nous lie, enfin en tout cas ces lieux de fabrication de savoir qui sont liés à l'institution. On est là dans un colloque institutionnel, on pourrait le faire tout à fait ailleurs, ce dialogue. Là, on est en train de le faire dans un cadre institutionnel, avec des droits et des devoirs qu'on suivra ou pas. Mais en fait, on est dans une relation contractuelle que cadre ou que contractualise le cadre institutionnel. Et en tout cas, moi, je trouve que dans ce que j'ai vécu, c'était à la fois une force et à la fois une faiblesse d'avoir à tenir le fait de continuer à bosser comme d'habitude, ou alors à renoncer à travailler parce qu'on se met en arrêt maladie, où effectivement on ne pense pas, ou on n'arrête pas de penser, mais on est à ce moment-là, on se met dans une position de vulnérabilité, en tout cas qu'il y a quelque chose du binarisme entre travail et maladie, et donc entre normalité et anormalité, ou service, non-service, enfin, je sais, qui est aussi à réfléchir dans les stratégies à la fois, enfin, pour comprendre ce qui se noue dans les attaques. Voilà, ce n'est pas simplement des attaques sur les idées, c'est des attaques sur le fait que tout à coup, on a une vie qui est une vie de pensée, mais on a aussi une vie avec des gens autour de nous. Et tout à coup, ces gens autour de nous, ils sont pris dans ce cercle infernal, en fait. Et il n'y a plus de... Et on sait, voilà, donc on ne sait plus très bien qui on est, où on est, en fait, dans ce cycle. Et c'est quand même enfin, je trouve que c'est une composante, finalement, de ce cycle, enfin, de ce cercle vertueux dans lequel on est plongé à travers les attaques, qui n'est pas tellement discuté. C'est pour ça aussi que je voulais le mettre sur la table, en fait. Tout à coup, on plonge au titre des idées, ça va emmener notre corps, mais ça emmène autour de nous un certain nombre de gens. À la fois des liens très personnels, très intimes, et des liens collectifs. Voilà. Peut-être qu'on va doucement passer à la seconde table ronde. Je crois que Arlette Gauthier, Arlette a écrit quelque chose dans le chat, et peut-être du coup que tu peux le dire. Alors, oui, bonjour. Attendez. Bonjour Arlette. Bonjour. Oui, je voulais dire, excusez-moi parce que du coup je repars en arrière dans le débat qui était très, très intéressant et même
très émouvant en fait. Mais je voulais répondre un petit peu à Fatou pour dire que, par exemple, moi, dans mon cours au Master d'études sur le genre, qui est un cours sur le colonialisme et le post-colonialisme, je parle bien sûr de l'action qu'elles ont menée depuis 1977, de la création d'une association pour l'association des femmes africaines pour la recherche et le développement, qui avait vraiment des pratiques décoloniales et tout ça. Donc, c'est pour lui dire que ces pratiques, ces actions, ces écrits ne sont pas oubliés et sont cités. Et je pense que donc on essaie quand même de ne pas être totalement éloigné de l'espace africain ou de l'espace franco-africain. Enfin, en tout cas, au niveau universitaire, il y a quand même des liens. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais, par rapport à la critique qui est faite aujourd'hui par les mouvements islamistes, mais pas seulement, effectivement, par rapport à l'homosexualité qui serait quelque chose d'occidental et donc d'importé par la colonisation, que ce qui est assez paradoxal et étonnant, c'est que les missionnaires du XVIe siècle, eux, ils disaient que l'homosexualité, c'était en Afrique, il y avait des pratiques sodomites, des travestissements, que les femmes avaient une liberté sexuelle absolument inouïe et qu'ils voyaient tout ce qu'ils voyaient d'une façon extrêmement négative. Donc, voilà, il y a des renversements de perspectives. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu le développement de l'islamisation qui a changé des choses, et aussi du catholicisme, mais voilà, c'est absolument effectivement très important de toujours historiciser les conceptions, les pratiques, etc. Voilà. Merci Caroline. Alors, je vais parler à la place d'Éric il est sous la garde d'une policière qui ne lui permet pas de nous parler. Donc, je vais lire son message. Certes, la violence n'est pas étrangère à la carrière. Toutefois, les attaques actuelles sont surtout le fait de collègues dont les carrières sont derrière elles et eux. Et effectivement, on a déjà noté ça. Donc ça, c'est encore une fois peut-être une manière de finir cette première table ronde sur une touche optimiste. On peut espérer que les collègues dont la carrière est devant elles et eux ne reproduiront pas exactement les mêmes violences, voire s'affranchiront de ces formes de violence qui blessent terriblement, qui blessent les corps et qui blessent les savoirs aussi.